Bonjour tout le monde. Le plan de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler de la logistique des traitements phytosanitaires dans Canneberge. Ensuite de ça, des bonnes pratiques à mettre en place pour la pollinisation. On va vous parler de notre projet confinement qu'on a fait en collaboration avec l'Association des producteurs. On est deux organisations dans le même bâtisse, là, fait qu'on collabore sur plein d'aspects. Puis ensuite, on va parler de la logistique du confinement, parce que notre solution qu'on vous propose, ça amène du travail, là, c'est ça, ça amène du travail supplémentaire au fond. Fait que la logistique des traitements phytosanitaires, tout ce qui est dépistage puis lutte intégrée, ça commence très simplement par envoyer des dépisteurs en champ qui vont aller compter puis identifier les chenilles au fond. Fait que s'il y en a pas beaucoup, s'ils sont petites, c'est pas trop stressant. Le moindrement qu'ils sont plus grosses, qu'il y en a plus, on se rapproche d'un seuil. Puis quand on dépasse la quantité ou la grosseur, bien là, justement, on dépasse le seuil d'intervention, il va falloir qu'il y ait un traitement qui soit fait. Cette opération-là prend un peu de temps. Ensuite de ça, les données sont envoyées aux superviseurs, aux agronomes, aux producteurs. Il va y avoir une discussion à savoir, justement, est-ce qu'on a besoin de traiter ou pas? Si oui, quand? Avec quel pesticide? Puis une fois que tout ça c'est fait, bien, l'ordre va être envoyé au gérant de ferme pour dire, bon, bien, il y a un traitement, telle date, tel pesticide, au fond. Fait que c'est ce morceau-là qui implique les apiculteurs qui demandent à sortir leurs ruches des fermes avant les traitements. C'est ce délai-là dans lequel vous devez rentrer pour sortir les ruches des fermes. Plus concrètement, si on met des dates là-dessus, mettons, là, j'ai mis 3 semaines en juin cet été. Supposons le 28, mes dépisteurs n'ont pas trouvé grand-chose d'un champ. On n'a pas de traitement à recommander cette journée-là. La semaine d'après, c'est un dépistage hebdomadaire au fond. Supposons le mardi suivant, on tombe à demi-seuil. Il y a un peu de chenilles, sont un peu plus grosses, mais on peut encore le tolérer. On ne fera toujours rien. Sauf qu'on va renvoyer des équipes vraisemblablement la même semaine pour être sûr qu'avant la fin de semaine, on sache ce qui s'en vient dans les champs au fond. Supposons que le vendredi, on est encore à demi-seuil, puis qu'on se dit, bon, on met ça sur la glace pour la fin de semaine, on n'y touche pas, mais on va se planifier du dépistage bien, le lundi matin, direct en partant le plus tôt possible, au fond. Là, j'ai mis la chenille en rouge le 11 juillet pour dire, bien là, on a dépassé le seuil d'intervention. Si on ne traite pas, il va y avoir des dommages. On fait la recommandation. Supposons que le soir même, les conditions météo ne sont pas là. On ne fera rien, évidemment. Le lendemain non plus, ça va aller à mercredi. Fait que ça laisse une fenêtre de quelques jours pour réagir, autant pour le gérant de ferme qui a planifié le traitement, autant pour les apiculteurs pour planifier la sortie des ruches. Sauf que ça arrive parfois que les conditions météo sont bonnes la journée même. Ce qui fait qu'on va recommander un traitement bien, le soir même, puis là, la fenêtre de temps dans laquelle vous devez réagir est bien plus courte, puis il faut réagir bien plus vite. Parce que les producteurs, leur machinerie est prête, les pesticides sont stockés sur la ferme, sont prêts à faire feu à peu près n'importe quand, au fond, dès que les conditions météo sont là. Si on parle de traitement puis de pesticides, bien, aussi bien parler de pesticides, justement. Voici la liste des insecticides théoriques sur papier auxquels les producteurs de canneberge ont droit. Sauf que de cette liste-là, il faut enlever tous les pesticides qui ne fonctionnent pas contre les insectes qu'on a traités à ce moment-là. Puis, il faut enlever les pesticides les plus dangereux, puis les pesticides que les transformateurs n'acceptent pas pour des questions d'exportation, au fond. Ce qui fait que ça nous laisse peu d'options. Puis, ces pesticides-là, c'est comme des médicaments pour gérer nos problèmes. Si on n'a pas beaucoup de médicaments, bien, on prend tout le temps les 2-3 mêmes, puis on fait avec, au fond. Puis ça, ici, je vous présente ma photo préférée, en guillemets. C'est la photo qui parle le plus, puis qui exprime le mieux les dommages qu'on a déjà vécus sur des fermes. La section toastée ici, elle a été dévorée par la tordeuse des canneberges, qu'on appelle en anglais le fireworm, parce qu'il fait un effet là, de brûlure sur la canopée, au fond. Fait que dans cette section-là, il y a eu un problème mécanique. Le traitement n'a pas eu lieu, ce qui a amené des pertes d'environ 90 de rendement avec des petits seuils. Là, je ne vous parle pas d'une infestation monstre, je parle d'une infestation, on voit ça chaque année sur à peu près toutes les fermes. Fait que ça, pas traité, quelques jours de temps, c'est le résultat que ça donne au fond. Fait que les pesticides, quand ils sont appliqués, la seule chose que je veux que vous compreniez là-dedans, c'est qu'on les applique pas pour le fun. Quand c'est fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix.
Puis pour le producteur, c'est des coûts, c'est des dépenses, c'est de la maintenance, c'est des salaires. Puis bien évidemment, mais ça coûte de l'argent. Fait que c'est pas une partie de plaisir, au fond, faire un traitement. Là. On n'a juste pas le choix. Une fois que ça c'est dit, les pesticides, on n'en a pas beaucoup. Si on ne les applique pas, on a des dommages épouvantables. On n'est pas assis sur nos mains non plus. Là. On travaille à améliorer la situation. Didier, il travaille à chaque année pour faire avancer des alternatives aux pesticides ou en tester de nouveaux. Puis là, je vous ai mis une ligne du temps là, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur de comment ça se passe, au fond. Les projets de tricot, c'est la maîtrise et le doctorat de Didier qui s'échelonnent sur plusieurs années, évidemment. On en arrive là, bien vite à une solution qu'on va être capable d'appliquer en champ. Les tricots, c'est des petites guêpes prédatrices qui vont aller pondre leurs œufs dans les ravageurs dans les ravageurs de la canneberge, au fond. Ensuite de ça, on a un projet de confusion qui s'étire sur plusieurs années parce qu'on a des problèmes avec Santé Canada pour de la paperasse. Là, ils nous imposent des délais. La confusion, l'idée, c'est de mélanger les papillons avant qu'ils puissent se reproduire pour abaisser le nombre d'œufs en champ, pour abaisser les chenilles, au fond. On a le projet inondation tordeuse, que là, l'idée, c'est de noyer, vu qu'on est dans la canneberge, on peut monter l'eau facilement dans les champs. L'idée, là, c'est de les noyer au lieu de les traiter. C'est une technique qui tombe sous le sens, expliquée de même, sauf qu'il y a une petite passe. Si on inonde un petit peu trop tard, on a des dommages importants au champ. Fait qu'au fond, il y a un fine-tuning, puis il y a d'autres détails à sortir pour appliquer cette méthode-là. Sauf que la méthode est déjà utilisée malgré les risques. Fait que, il y a déjà un effort qui est fait. Puis c'est très prometteur, c'est extrêmement efficace. Puis, dans certains cas, ça coûte moins cher qu'un traitement pesticide. Fait que, il y a un intérêt marqué pour les producteurs pour mettre ça en place. C'est juste pas sans risque. Ensuite de ça, là, il y a un projet de tamisage. On teste différents pesticides pour voir lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, lesquels sont plus dangereux là, pour les insectes, pour les gens, puis pour l'environnement, au fond. Fait que tout ça, c'est des initiatives qui sont déjà en place. On travaille là-dessus. Comme je vous dis, l'idée, c'est de diversifier notre coffre à outils puis d'avoir plus d'outils dedans pour gérer nos problèmes. Du côté des solutions commerciales, depuis les dernières années, on s'est fait promettre bien des nouveaux produits. On en a eu un en 2020, officiellement. Puis, on a 3 autres qu'à chaque année, on se fait annoncer qu'il y a une année de plus de délai avec Santé Canada. Tant que ce n'est pas homologué, on ne peut rien faire. On est en attente, au fond. Et le Spearlab, c'était le dernier qui nous a été annoncé. Fait que si on transitionne, là, je vous ai fait mon petit speech là, sur les pesticides, les bonnes pratiques à appliquer concrètement sur les cannebergières. Les 4 là, c'est des choses déjà acquises pour à peu près tous les producteurs. Je fais juste les lister là, pour dire qu'on l'a fait au fond. Rajouter des pendillards, modifier les buses pour que ce soit des buses antidérives, pour que les pesticides soient appliqués sur la canopée et qu'ils ne vont pas être dérivés par le vent. Traiter uniquement quand la météo est optimale, évidemment. Puis le nettoyage des équipements post-traitement, parce qu'on s'est rendu compte, mettons, qu'une petite flaque d'eau de nettoyage de machine, s'il reste du pesticide liquide là-dedans, la molécule reste active plusieurs heures, plusieurs jours, des fois si la flaque ne sèche pas. Fait que c'est des petites porter attention au fond durant le nettoyage là, des équipements. Un autre petit détail qu'on a remarqué aussi, c'est les fossés secs. Parce que quand le pesticide est appliqué, il y en a un petit peu aussi proche que ça de la canopée qui va tomber dans l'eau, évidemment. Puis si le fossé est sec, le pesticide ne restera pas actif longtemps. Puis on a remarqué aussi que c'est des endroits parfaits pour que les abeilles aillent s'abreuver, vu qu'il y a une pente douce et que ce n'est pas glissant. C'est un de leurs spots préférés. Autre chose, un aménagement fleuri impromptu. Les aménagements fleuris, on va en parler non-stop toute la journée. L'idée, là, ce que je veux montrer, c'est que sur les fermes, sur les digues, il y a des aménagements impromptus. C'est juste de faucher stratégiquement les digues pour laisser les fleurs durant la pollinisation. C'est une pratique qui est de plus en plus adoptée par les producteurs. Là, c'est une photo exceptionnelle, là, mais c'est pas tout le temps comme ça, là, mais ça méritait une photo juste pour donner l'impression qu'on est bien sa coche, au fond. Ouais. Un autre des bonnes pratiques, là, je vous ai montré ma petite ferme là, désignée par Picasso un peu. L'idée ici, c'est les rectangles verts, c'est des blocs de champ. J'ai mis les canaux, puis évidemment, on a une petite forêt, puis on a notre emplacement là, avec les ruches, les
les 4 petits carrés là, au sud de la ferme. L'idée là, c'est de résumer ce qui a sorti de l'outil Saine gestion des abeilles qui a été développé par Madeleine Chagnon puis Isabelle Drolet il y a quelques années. Dans ces documents-là, au fond, ça se résumait les bonnes pratiques pour le positionnement des ruches. Bien, c'est de les placer à plus de 30 mètres des champs, derrière des obstacles qui vont briser la dérive s'il y en a, puis au sud des champs autant que possible, parce que les vents du nord, l'été, sont assez rares. Ce qui fait que le vent vient d'à peu près partout sauf de là. Si on place les ruches au sud des champs, ils sont plus en sécurité. Ouais, plus en sécurité juste à cause de leur localisation par rapport aux champs. Un autre des bonnes pratiques, c'est de mettre des sources d'eau propre près des ruches. L'idée là, d'un point de vue d'optimisation de la pollinisation, c'est d'empêcher les abeilles, pas de les empêcher, là, mais c'est de leur faciliter la vie. Puis au lieu de les envoyer charrier de l'eau bien loin, on leur met l'équivalent d'une borne fontaine tout de suite à côté, ce qui fait que l'approvisionnement est bien plus rapide, ce qui fait que les besoins en eau sont couverts plus rapidement, ce qui peut les dégager pour retourner faire de la pollinisation, en fait. Maintenant, si on rentre dans notre projet confinement qu'on a fait dans les dernières années, c'est ça, c'est un projet qui est démarré là, avant 2019, comme vous voyez. L'idée là, c'est un petit peu la même dynamique qu'avec nous autres puis la COVID. C'est de contenir le problème. Une des premières stratégies qu'on a mis en place, c'est d'essayer un auge de glace placé en avant des ruches. L'idée là, c'était de les rafraîchir, de tempérer de réguler la température, je veux dire, puis de faire une barrière physique à peu près étanche avec les glaçons. On a quand même vu quelques abeilles extrêmement motivées là, se faufiler entre des morceaux de glace pour sortir. Le problème de cette technique-là, c'est que la porte n'est pas fermée étanche, puis l'approvisionnement en glace, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que l'été, il fait chaud. Il fallait remplir les auges là, régulièrement, au fond. Ensuite de ça, l'autre méthode qu'on a adoptée, c'est l'arrosage type diluvien. L'avantage là, encore là, régulation de la température. Automatisation bien plus facile parce que sur toutes les fermes de canneberge, des gicleurs, des tuyaux, de l'eau, des pompes, on en a en masse, il n'y a pas de problème. Ça aurait été facile de faire une section dédiée à ça. Le principal problème, c'est que la porte n'est pas fermée étanche. On fait juste se fier que l'eau va décourager les abeilles. Ça donne que les abeilles sont extrêmement motivées à travailler. Fait que ça ne marche pas tout à fait à notre goût. C'est pas que je ne recommande pas cette solution-là, c'est plus que nous autres, la manière qu'on a réfléchi ça, on est arrivé à cette solution-là qui est notre solution vainqueur, là, si vous voulez. C'est de placer bien simplement un plateau à pinovore en dessous des ruches pour être sûr qu'il y ait un apport, que la ventilation soit possible. Puis de placer à peu près n'importe quoi qui va bloquer l'entrée de la ruche. Nous autres, on a pris des languettes de mousse parce que même coupé grossièrement, rentrer en serre, c'était correct, ça faisait étanche. Puis pendant quelques jours, on s'est trouvé là, particulièrement intelligent d'avoir trouvé une solution qui était peu coûteuse, facile à mettre en place, commune pour tout le monde, facile à enseigner à n'importe qui, jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est déjà une pratique très commune pour les apiculteurs de juste réduire l'entrée dans le cas des nouveaux cadres qui faisaient les nouveaux nucléis. Fait que, c'est ça, c'est pas qu'on s'est traité d'idiot par après, on s'est juste dit, bon, si notre solution qu'on a trouvée est déjà adoptée par les apiculteurs, ça veut dire ça marche bien, puis c'est cheap, c'est facile à enseigner à n'importe qui. Fait qu'on l'a vu positivement, au fond. Puis on l'a vu que ça faciliterait largement l'adoption de la technique. On ne demande pas grand-chose, il faut juste un plateau à pinovore, puis n'importe quoi qui va bloquer l'entrée de la ruche. On a même fait un petit setup, là, on a amené on a remplacé la languette de mousse par un petit chloroplaste, puis il y a 2 traits de scie sur la ruche, ce qui permet au chloroplaste de se glisser là super facilement puis d'être étanche, au fond. Fait que vous pourrez venir voir ça là, plus tard. Fait que ça, c'est notre solution de confinement, que l'idée, c'est qu'on veut essayer de vous convaincre d'instaurer ça sur les fermes durant le temps des applications pesticides. Ce que je veux dire là, c'est, si on revient à notre diapositive sur la logistique du traitement, ce qu'on souhaiterait, nous autres, dans la canneberge, c'est d'en arriver à un moment où est-ce que, au lieu que les ruches soient retirées de la ferme, mais ils sont confinés le lendemain matin.
Parce qu'on s'est rendu compte que les abeilles, le lendemain matin, quand ils vont en champ polliniser, c'est là qu'ils peuvent être en contact avec des pesticides, soit sur le bord des flaques d'eau, soit un pesticide qui est sur la canopée, mais qui n'a pas fini de sécher parce qu'il y a beaucoup de rosée le lendemain, fait qu'il est encore actif au fond. Mais rendu là, nous autres, ce qu'on voudrait, c'est justement, on ne retire pas les ruches, on fait juste les confiner, puis le lendemain, autour de midi, on ouvre les portes, parce que là, autour de midi, on assume que ça va avoir séché partout au fond. Les prochaines étapes, un peu plus, mettons, c'est ça, un peu plus concrètement, on est déjà en train de travailler sur des aménagements fleuris. Il y a déjà plein de présentations qui vont être faites aujourd'hui. On a quand même à l'interne avec l'Association des producteurs des projets de recherche qui démarre dès l'année prochaine pour optimiser les aménagements fleuris dans le cadre justement d'augmenter la santé des abeilles, offrir plus de sources de nectar puis de pollen. Puis, pas juste abeilles, aussi une question de pollinisateurs indigènes, évidemment, qu'on veut essayer d'attirer sur les fermes. Puis ensuite de ça, bien, ça va plus être une responsabilité pour les producteurs de canneberge, c'est d'avoir des emplacements sur les fermes qui sont dédiés aux ruches, avec de l'eau, qu'il y a des obstacles, qu'il y a de l'espace suffisant avec les champs. Puis on a une initiative là, de faire des suggestions officielles sur les plans de ferme de chaque ferme de canneberge pour identifier là, vraiment, là, ça, ce serait un bel endroit pour les placer, au fond, les ruches. Puis, tout ce qui est confinement des abeilles, bien là, il va y avoir beaucoup de discussions nécessaires entre producteurs et apiculteurs pour en arriver à se coordonner. Ça, c'est déjà pas mal fait, mais le bout qui reste à éclaircir, c'est qui va faire quoi, qui va confiner. Nous autres, ce qu'on suggère pour tout de suite, c'est de faire des petits projets pilotes, avec notamment des travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà sur les fermes, déjà employés par les producteurs de canneberge, mais là qu'il faudrait former pour qu'ils puissent faire le confinement sur les ruches des apiculteurs, au fond. Évidemment, en accord avec les apiculteurs. Puis en terminant, je remercie là, les 2 paliers de gouvernement qui ont financé le projet confinement. Puis je vous remercie pour votre attention.